Bonjour. Alors dans ce PowerPoint, on va présenter une petite introduction à UML. Donc, diagramme. Donc pour aider l'analyste et à l'analyse et la conception des systèmes informatiques, on utilise des diagrammes. Donc une bonne partie de ces diagrammes sont regroupés dans un langage unifié de modélisation graphique appelé UML. Donc on a le porteur de carte, on a le client, donc le porteur retirer de l'argent, le client, si vous voulez. Donc vous pouvez retirer de l'argent, mais par contre vous ne pouvez pas consulter un solde, vous ne pouvez pas déposer de l'argent. Si vous êtes un client de la banque en question, vous pouvez retirer de l'argent, consulter votre solde ou alors déposer de l'argent. Donc UML, ça signifie Unified Modeling Language. Donc c'est un langage visuel de modélisation. C'est conçu pour le domaine du développement de logiciels dans une approche orientée objet. Ça sert à spécifier, donc l'analyse, à construire la conception et à documenter le logiciel. Il y a plusieurs diagrammes UML, donc il y a des cas d'utilisation dont on a parlé dans un précédent document. Il y a des diagrammes de séquence, il y a des diagrammes d'activité, des diagrammes d'état, des diagrammes de déploiement, des diagrammes de classe, etc. Donc ici, on a un exemple de diagramme de classe. Les créateurs du langage UML, essentiellement, c'est les trois personnages qu'on voit ici, qu'on appelle les trois amigos, donc les three amigos. On a Grady Butch, qui lui travaillait au département de la défense américain, donc DOD, Department of Defense, et qui travaillait aussi pour une compagnie qui s'appelait Rational. On a Ivar Jacobson, qui travaillait chez Ericsson. Et on a, en fait, Ericsson, ça paraît pas, mais ils ont développé plusieurs choses, entre autres. Ils ont développé justement une méthode de logiciel, mais ils ont aussi développé un langage de programmation qui s'appelle, voyons, putain, ma mémoire m'a fait défaut, là. Mais, en tout cas, ça va me revenir. Mais disons qu'ils ont quand même fait certaines choses, Ericsson. Donc, Ericsson, compagnie suédoise, si je me rappelle bien. James Rumbaugh, ici, qui travaillait chez GE, General Electric. Donc, eux autres, finalement, avaient chacun leur méthodologie orienté-objet, puis ils se sont liés ensemble, finalement. Ils se sont dit, ben là, il faudrait regrouper nos idées. Donc, ils se sont liés ensemble pour créer UML. Donc, la première version est arrivée en 1996. Après ça, il y a une version 97 pour UML 1.0 qui a été soumis à l'Object Management Group, qui est genre l'organisme à but non lucratif qui gère la spécification UML. Après ça, 2001 1.4, 2005 2.0, 2010 2.4, 2015 2.5. Ça, c'est la dernière mouture actuellement en vigueur. Donc, UML repose sur ce qu'on appelle un métamodèle, c'est-à-dire que UML est un véritable langage avec ses règles de syntaxe et sa sémantique. Il s'agit d'un langage graphique, contrairement au langage courant de programmation, essentiellement textuel. Là, je vais passer, j'ai oublié un X ici. Et contient des concepts de base, donc une définition sémantique, des choix d'une représentation graphique, en tout cas, peu importe, là, mais disons qu'il existe. Autrement dit, on peut décrire le langage UML avec le langage UML lui-même. OK? Donc, de la même façon qu'on peut écrire un compilateur d'un langage dans un langage. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Donc, pour montrer que le langage UML était en soi complet, ben, ils ont décrit le langage UML avec le langage UML. Donc, mais l'idée ici, c'est juste, quand je parle du métamodèle, c'est juste mon intérêt en tant que mathématicien pour ce genre de niaiserie-là. Mais ben, quand je dis mathématicien, j'étais un informaticien, mais disons que j'ai un petit côté mathématique. Donc, l'idée, c'est qu'il faut se concentrer sur les concepts. Différentes utilisations du UML, donc on peut l'utiliser en mode esquisse, donc informel, par exemple des diagrammes qui sont parfois tracés à la main, utilisés ponctuellement, et en mode plan ou formel, donc on a des diagrammes détaillés qui permettent de générer automatiquement du code. Donc les méthodes agiles, contrairement aux méthodes qui existaient dans le passé, préconisent l'utilisation du UML en mode esquisse. En passant ici, si vous regardez en bas, vous allez voir les dates 2014, 2018, 2021. Donc 2014, c'est parce que c'était Catherine qui avait donné le cours en 2014. Donc ça, j'ai
je ne sais pas quel matériel exactement j'ai récupéré parce que j'ai beaucoup modifié mes diapos. Mais au départ, ça partait d'un diaporama qui était fait par Catherine Zellweger, ancienne enseignante du département. Moi, j'ai récupéré le cours en 2018 et depuis ce temps-là, c'est moi qui le donne en quelque sorte, y compris dans sa nouvelle mouture. Donc, outil CASE. Donc, CASE, c'est Computer Aided Software Engineering. Donc, dans les années 80-90 et même au début 2000, le génie logiciel comme discipline informatique avait le vent en poupe et on croyait qu'on pourrait bientôt se passer de programmeurs. Okay? Car des outils d'analyse ou de conception allaient bientôt pouvoir générer du code automatiquement. Donc, UML fut le point culminant de cette grande mouvance avec un langage formel pouvant être utilisé par des outils appelés CASE qui peuvent automatiquement générer du code source à partir de représentations schématiques. Ce fut une grande illusion de cette époque-là. Depuis, elle a été remplacée par d'autres illusions, bien entendu. À laquelle d'après vous, donc, on pourrait bientôt se passer de programmeur. Qui dit ça, qu'on peut bientôt se passer de programmeur? Donc, vous avez votre réponse pour savoir quelle est la grande illusion informatique actuelle. Donc, ici, vous avez un de mes comics préférés, en fait. Moi, les deux, BD que je suis sur Internet de temps en temps, quand j'ai le temps, là, ça fait une couple de mois que j'ai pas le temps. Je suis trop occupé, mais il faudrait que je me remette à ça. Donc, il y a Dilbert, d'une part, et il y a Comic Strip, d'autre part. Donc, Comic Strip, en passant, c'est fait par des Français, mais le comic est rédigé en anglais puis en français. Donc, ici, vous avez la version française. Donc, vous avez ici le codeur, vous avez son manager, si vous voulez. Donc, le manager vient voir, il dit un jour, on n'aura plus besoin de codeur, on aura juste à définir des spécifications et ça va générer automatiquement une application. Donc, on définit les spécifications comme on fait présentement dans le cours d'analyse et conception. Dans le fond, notre but, c'est de créer des spécifications et le code est généré automatiquement. Donc, c'est la fameuse grande illusion que j'ai expliquée précédemment. Donc, l'autre, le codeur, il répond, il dit « Bon, t'as raison, il suffira simplement d'écrire des spécifications complètes et précises et pouf, plus besoin de coder. » Là, le manager dit « Exact, c'est ça. » Puis après ça, le codeur, il dit « Ouais, et tu sais comment on appelle des spécifications suffisamment complètes et précises pour qu'un programme puisse générer une application? » L'autre, il dit « Non. » Il dit « du code. Ça s'appelle du code. » Donc, c'est pour dire que la seule façon, finalement, de créer des spécifications logicielles précises, c'est de coder. C'est le code informatique. Donc, j'adore cette chose-là. J'adore ça. Bon. Donc, comment tracer des schémas UML? Donc, on peut le faire informellement à la main. On peut utiliser des logiciels de dessin, comme par exemple Visio, Draw.io, etc. Ou on peut utiliser un mode textuel avec des trucs qu'on appelle par exemple comme Plant UML ou Mermaid. Donc, de manière formelle, donc avec la génération automatique de code, on peut utiliser Visio, Oracle, JDeveloper. Donc, on part de l'UML puis on génère du code automatiquement. On peut aussi générer des schémas UML de manière automatique. Par exemple, on peut partir de dans Visual Studio, par exemple, on pourrait partir du code puis générer automatiquement les schémas UML. Mais nous, notre manière de prédilection dans ce cours, c'est d'utiliser le format textuel informel. Donc, UML à différents niveaux. On peut utiliser UML au niveau analyse, donc pour décrire des éléments du domaine d'application. Au niveau design, conception, pour décrire des spécifications logicielles. Ou alors au point de vue implémentation, pour décrire les éléments du logiciel dans une technologie particulière, par exemple Java. Donc ici, vous avez des exemples de diagrammes de classe. D'un côté, vous avez des classes de données où on a juste les données qui apparaissent. Puis ici, on a les données et les méthodes qui apparaissent dans ce diagramme-là. Donc, niveau analyse, juste les données. Niveau design, on ajoute les méthodes. Donc, les diagrammes UML dans leur ensemble, bon, il y a 14 différents diagrammes dans UML 2.2 qui sont classés en deux catégories. D'abord, les diagrammes structurels ou statiques, donc en anglais Structure Diagrams, et les diagrammes comportementaux ou dynamiques, en anglais Behavior Diagrams. Donc, ça, on voit ici.
dans le diagramme UML 2.2, on a les diagrammes structuraux et les diagrammes comportementaux. Et dans les diagrammes structuraux, qui, dans le fait, ne modélisent pas la dynamique du logiciel, on a les diagrammes de classe, on a aussi des diagrammes d'objets, de packages, de composants, de composites, de déploiement, de profils. Donc, les principaux, à mon avis, puis ceux qu'on va voir dans le cours, c'est les diagrammes de classe et les diagrammes de déploiement. Pour ce qui est des diagrammes comportementaux, on a des diagrammes de code d'utilisation, des diagrammes d'activité, des diagrammes d'état de transition, des diagrammes de séquence. Et il y en a d'autres aussi, diagrammes de communication, interaction, timing. Donc, ces diagrammes-là sont classés dans ce qu'on appelle le diagramme d'interaction. Donc, nous, on va voir les 4 diagrammes qu'on voit ici, en plus de ces deux-là. Ici, c'est les mêmes noms, mais en français. Donc, les plus utilisés, si vous voulez, vous pourrez aller voir ici. Donc, ça, c'est une statistique pour ce que ça vaut. OK, ça ne veut pas dire que cette statistique-là est bonne, mais parmi les différentes personnes qui utilisent des diagrammes UML, on leur a posé la question, bon, vous, quel est le diagramme que vous utilisez? Donc, les diagrammes de classe, vous voyez, 100% des gens utilisent ça. Donc, ça vous montre que ce diagramme-là est le plus utilisé et de loin le plus populaire. Dans les autres diagrammes populaires, vous avez le diagramme de composants, le diagramme de déploiement, 80%. Vous avez le diagramme d'activité et de séquence, 98%, 97%. Et vous avez les diagrammes de code d'utilisation, 96%, et les diagrammes d'état de transition, 96%. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est celui-là, déploiement, activité, séquence, état, use case, code d'utilisation et état de transition. Donc ici, vous avez une utilisation hypothétique des diagrammes dans le grand schéma. Donc, ça ne veut pas dire que c'est, comme je vous ai déjà présenté dans un document précédent, les différentes phases qu'on allait utiliser. Mais, par exemple, on pourrait partir des besoins utilisateurs, faire un diagramme de code d'utilisation, faire des diagrammes de séquence, faire des diagrammes de classes participantes, faire des diagrammes d'interaction. Donc, ça, c'est des diagrammes de séquence. Ici, on sait c'est séquence, ça, c'est interaction, c'est une autre sorte de diagramme de séquence, mais différents. Et on pourrait faire une maquette, on pourrait faire un diagramme de navigation, on pourrait faire un diagramme de classe et finalement arriver au code. Donc c'est pour montrer un peu, là, je trouvais intéressant d'avoir ce petit diapo-là qui en fait schématisait le tout. Voilà, c'est terminé.